vous invite à vous installer pour les 4 dernières présentations de ces journées qui vont nous permettre de comprendre que décider de ne pas restaurer, ça n'est en aucun cas décider de ne rien faire. Au contraire, c'est bien souvent se lancer dans un parcours moins tracé, qui réclame une réflexion et une prise de décision collective qui montre, comme on l'a déjà dit, tout l'apport des échanges et de la collégialité des interactions, mais aussi l'importance du rôle des commissions scientifiques régionales et la grande pertinence des études préalables. La non-restauration va questionner profondément notre capacité d'acceptation. C'est admettre, en effet, d'offrir une dignité à la lacune, c'est appuyer la distinction entre collection sérielle et objet unique, c'est accepter la perte, parfois définitive, d'un objet et la faire accepter de tous. Enfin, la non-restauration, c'est aussi parfois une ultime marque de respect qui se doit de prendre en compte la finalité d'une œuvre, sa destination et anticiper sur sa réception par le public. Et j'invite donc pour cette première présentation Laetitia Baraxuita, conservatrice du patrimoine au sein de la filière sculpture du département Restauration au C2RMF, à prendre la parole. Merci beaucoup, Ami. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation dont je fais partie d'avoir retenu cette communication. Enfin, plus sérieusement, je suis vraiment heureuse d'être devant vous pour présenter une petite communication autour de la question des études préalables à la restauration, parce que c'est un sujet très important, mais qui est parfois mal compris. Et au sein de la filière sculpture du C2RMF, nous recommandons la réalisation d'études pour les œuvres polychromées car elles permettent de mieux cadrer les opérations de restauration, quitte parfois à y renoncer. Dans une vie antérieure, j'étais responsable à Lille des collections du Moyen-Âge et de la Renaissance au Palais des Beaux-Arts et j'avais pu mesurer l'intérêt de mener des études et examens préalables, notamment pour les œuvres polychromées, car il s'agit de problématiques complexes qui nécessitent des savoir-faire spécifiques pour établir des stratigraphies, faire des tests de nettoyage. Et j'avais pu aussi apprécier la qualité de l'accompagnement du C2RMF dans ce cadre. Je précise qu'au-delà de l'accueil d'œuvres dans ces locaux, le C2RMF, à la mesure de ses moyens, peut accompagner les musées à titre de conseil pour les aider à rédiger des cahiers des charges d'études. J'ai fini la partie publicitaire. Donc, pour évoquer la problématique des études préalables en lien avec la question des limites de la restauration, je vous propose de présenter 3 exemples de sculptures polychromées venues au C2RMF entre 2022 et 2023 et pour lesquelles leur étude a conclu à renoncer à une intervention fondamentale. Ces œuvres, de nature et de périodes différentes, me semblaient intéressantes car même si elles sont conservées par des musées nationaux, ici le Louvre et le musée des Coins, il s'agit de cas assez représentatifs de typologie d'objets auxquels on peut être confronté en tant que responsable de collection. Ces œuvres, sous la responsabilité de 3 conservateurs et conservatrices différents, ont été étudiées par les restauratrices du C2RMF, Hélène Susini et Azzurra Palazzo, et par une restauratrice libérale, Jennifer Vatelot. Je me fais donc ici le relais de mes collègues, que je remercie pour la confiance qu'ils m'ont accordée au travers de ces études de cas que nous allons rapidement voir ensemble. Le premier objet sur lequel je vais davantage m'appesantir est une statue d'applique représentant Sainte Encadrem, la patronne de Beauvais. L'œuvre, datée de la seconde moitié du XVIe siècle, intéressait Guillaume Fonconel, le conservateur des sculptures au sein du Musée national de la Renaissance à Écouen, parce qu'il souhaitait enrichir la présentation de sculptures du musée en montrant aussi que l'esthétique italianisante n'était pas la seule forme d'expression en cours à la Renaissance. Dans ce cadre, plusieurs œuvres provenant de Picardie, acquises par Alexandre du Sommerard pour sa collection à la base de la création du musée de Cluny, et qui a servi ensuite de base à la création du musée d'Écouen, ont été sélectionnés suite à des allées-voir organisés à Écouen pour études et éventuellement restauration. Ce travail conjoint entre le musée et le C2RMF s'inscrit dans une programmation pluriannuelle entre les 2 établissements, puisque les restauratrices de la filière sculpture restaurent chaque année des œuvres pour le musée, comme c'est le cas d'ailleurs pour d'autres musées nationaux. Sur ce cas précis, le travail d'étude a été piloté par Azzurra Palazzo et a été réalisé par 3 élèves restauratrices en stage au C2RMF, Clara Grimbert, Sarah Liégeard et Charlotte Tournillac. L'œuvre constituait pour elle un cas très formateur sur les questions d'études et de sondage de polychromie. Alors l'étude, elle commence bien entendu par un constat. Donc on voit que l'œuvre, d'assez belle qualité, présente des altérations structurelles importantes dues à une ancienne attaque d'insectes xylophages, mais aussi des lacunes, ici la main gauche et son attribut. La surface visible est polychromée, mais couverte de repeints assez disgracieux. Et cette polychromie présentait des soulèvements qui ont fait l'objet d'un traitement d'urgence avec la pose de facing non documentée par le musée.
Compte tenu de la complexité de l'objet, l'étude devait permettre de mieux connaître son état matériel, tant du point de vue de sa structure que sa surface. Une radiographie a donc été réalisée afin de localiser des éléments métalliques et d'anciennes réparations. Vous voyez notamment tous les clous sur la tête qui sont aussi peut-être le signe de la fixation d'un ancien voilage, par exemple, à un moment dans la vie de l'œuvre. Concernant l'aspect de surface, l'enjeu, c'était d'évaluer la faisabilité d'une intervention fondamentale pour retrouver la polychromie originale à tout au moins un état plus ancien que l'état magnifique que vous avez sous les yeux. Dans le cas d'une sculpture présentant des repeints abondants, il est nécessaire d'identifier les différentes couches qui se succèdent afin d'élaborer une stratigraphie. Pour ce faire, les restauratrices ont d'abord observé sous loupe les zones de lacunes qui peuvent fournir un accès partiel ou total aux différentes couches de polychromie. Elles réalisent aussi des fenêtres de dégagement qui sont indispensables pour mesurer l'état de conservation de ces dernières et par conséquent la pertinence du futur dégagement. Vous voyez ici quelques zones ayant fait l'objet de tests de nettoyage ou de dégagement à différents niveaux et avec différentes techniques. Ces tests et observations ont été effectués sur toute la surface de l'œuvre pour une petite vingtaine de tests au total. Alors, les premiers résultats obtenus, ils ont été assez difficiles à interpréter parce que l'état de conservation des couches plus anciennes de polychromie était assez inégal. Les différentes observations ont donné lieu à des relevés. Ici, vous voyez les relevés sur la robe bleue de la Vierge, que je vous montre très rapidement pour mémoire. Pour cette robe, avec les 7 tests qui ont été réalisés, la relative cohérence entre les couches retrouvées a permis de proposer une stratigraphie logique pour laquelle 4 interventions successives ont été identifiées. Les 2 interventions dorées qui sont les plus anciennes, mais qui, elles, présentaient des usures assez importantes. En revanche, l'étude stratigraphique, elle s'est révélée beaucoup plus complexe pour le manteau rouge, dont les couches les plus anciennes ont complètement disparu sur des plages entières de la sculpture, en particulier sur les côtés qui ont été anciennement infestés. Il n'était donc pas possible de proposer une chronologie vraiment assurée des différentes interventions. On peut cependant dire que la polychromie ancienne était très différente de celle que l'on voit aujourd'hui, puisque la robe, comme je l'ai indiqué, était dorée au départ, le manteau était bleu. La polychromie était aussi plus soignée puisqu'on a repéré des traces de décor pour rehausser les bordures des vêtements, réalisées à la fois par la peinture, mais aussi par la position de feuilles métalliques, voire même d'éléments métalliques. Le manteau était quant à lui probablement orné de motifs, comme le suggère ici le 2e sondage. Cependant, l'état très hétérogène des couches anciennes ne permettait pas de proposer un dégagement satisfaisant, à savoir qu'il aurait permis de redonner une cohérence à toute la surface de la statue. Car les interventions les plus anciennes n'étaient pas assez bien conservées pour espérer retrouver leur lisibilité. À cela s'ajoutait la difficulté matérielle du dégagement. Les premiers tests effectués avec des solvants, notamment du diméthylsulfoxide pour les amateurs, ne se sont pas révélés concluants en raison d'une part de l'épaisseur des repeints, mais aussi de la sensibilité des 2 couches dorées. Le dégagement devait donc être mécanique et effectué à l'aide d'un scalpel. Sur la base des tests effectués, notamment le carré doré que vous voyez à l'écran sur l'image de droite, le temps dévolu au dégagement a été évalué à plus de 300 heures. Une discussion a donc eu lieu entre les acteurs du C2RMF et le responsable de l'œuvre pour prendre une décision sur la suite de l'opération sur la base des éléments que je viens de vous décrire. En raison de la complexité de l'intervention, de sa durée, mais aussi de la certitude de ne pas parvenir à un résultat final vraiment cohérent, nous avons conclu au choix de ne pas opérer une restauration fondamentale de cette sculpture. Dans ce cas, une intervention de conservation a été entreprise de manière à refixer les zones de polychromie soulevées et à dépoussiérer la surface de l'objet qui est depuis retournée en réserve. Pour le 2e exemple, nous passons au XIXe siècle avec une statuette en plâtre de la main du sculpteur Hippolyte Mindron qui figure Véleda, une druidesse qui est l'héroïne d'une épopée de Chateaubriand, Les Martyrs, et dont l'iconographie connut son petit succès à l'époque romantique. Dans ce cas, l'étude technique et la restauration de l'œuvre étaient souhaitées par Stéphanie Deschamps, responsable des collections de sculptures du XIXe siècle au musée du Louvre, car elle rédige actuellement le catalogue raisonné de la collection. Alors, on connaît le contexte de création du modèle, puisqu'il est exposé au Salon de 1839 et il se trouve aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts d'Angers. Une version en marbre est acquise par l'État très rapidement pour être exposée dans le Jardin du Luxembourg, et une seconde version en marbre, prévue pour remplacer la précédente, est aujourd'hui au Musée du Louvre après être passée rapidement par le Jardin des Tuileries. L'œuvre connaît d'autres versions, et notamment reproduite en terre cuite pour une production sérielle en différents formats. On connaît aussi des bronzes de ce modèle. Pour les plâtres,
Un des enjeux, c'est d'identifier leur place dans le processus de création de l'œuvre. S'agit-il d'un plâtre original, c'est-à-dire le plâtre le plus ancien conservé et qui sert ensuite à la création d'œuvres dans des matériaux plus définitifs, ou bien d'une réplique ou encore d'un surmoulage? Pour répondre à cette question, l'examen de la surface des œuvres est souvent précieux pour tenter d'identifier les traces d'outils, de même que l'examen de la structure, d'où la réalisation ici d'une radiographie qui a montré que le plâtre était plein et ne présentait aucune armature. Dans notre cas, l'œuvre présentait un encrassement très important car elle était conservée en réserve et n'avait probablement pas été montrée au public depuis des décennies. Au sein des ateliers, le simple dépoussiérage a permis de mesurer que celle-ci présentait une polychromie qui avait été perçue mais mal observée dans les réserves, pas très bien éclairée, comme vous le connaissez sans doute, et que celle-ci était composée de plusieurs couches. À ces observations de la surface se sont ajoutées des observations de l'état matériel de l'œuvre. Le plâtre, d'une définition assez moyenne, présentait de nombreux défauts. Alors là, je vous montre la partie haute. On pensait au départ que c'était des soufflures, c'est-à-dire des traces de bulles d'air emprisonnées dans le moule au moment de la coulée, ce qui est souvent le signe d'une opération mal maîtrisée ou effectuée trop rapidement. Ce qu'on pensait d'autant plus vrai qu'on trouvait que la définition du plâtre était assez moyenne et qu'il s'agissait peut-être d'une réplique tardive. L'examen détaillé de la surface a permis d'identifier 4 couches successives de peinture. Le gris clair visible en surface, qui est assez sensible à l'eau, recouvrait lui-même une couche bleue plus épaisse, sous laquelle transparaît une fine couche jaune parfois teintée en vert clair, et enfin, la plus ancienne, une couche vert foncé dont la couleur semble imiter le bronze. La présence d'un nombre de repeints aussi important sur une petite statuette s'explique probablement par le fait que les défauts que nous avions pris au premier abord pour des soufflures étaient plutôt le résultat d'une dissolution partielle de la surface du plâtre en raison de la présence d'eau ayant coulé ou bien stagné sur le modèle. Ces altérations ont sans aucun doute été la cause de tout ou partie des couches polychromées. Et ce qu'on a pu voir aussi sur la base, sur la photo que vous avez au milieu, c'est qu'en fait, quelques lacunes dans les couches grises et bleues ont permis de voir que la peinture couleur bronze avait déjà par endroits disparu, ce qui laisse penser que l'œuvre a été soumise à l'eau à plusieurs reprises et que donc c'est pour ça que les repeints se sont multipliés sur ce petit objet. Alors, les discussions avec le musée du Louvre ont conclu que la qualité très moyenne de l'œuvre et l'état d'altération du plâtre ne justifiaient pas la mise en œuvre d'un dégagement de polychromie. D'une part, ce dégagement, il aurait nécessité la mise en place de retouches très importantes. En outre, il n'est pas possible de dater les différentes opérations faute de documentation. Dans ce cas, un nettoyage léger de la surface a été entrepris de manière à permettre les prises de vue de l'œuvre pour le catalogue. Alors, je précise quand même que sur les plâtres, parce que c'est important, c'est le genre de cas qui est très fréquent en collection. Parce que le plus souvent, sur ces œuvres, on a eu des badigeons dits de propreté, qui sont blancs, gris, beige, voire béjasse, n'est-ce pas? Donc souvent appliqués assez généreusement dans l'objectif justement de cacher un petit peu la misère et les altérations, mais sans forcément se préoccuper de la qualité de ces polychromies. Et c'est pour ça qu'il est vraiment important, quand on est face à de telles situations, d'évaluer l'état du plâtre et de la surface, sinon originale, en tout cas la plus ancienne retrouvée, avant de se lancer dans des projets de nettoyage et de dégagement sur un matériau qui est particulièrement sensible aux solvants, avec notamment le risque de faire disparaître certaines traces de mise en œuvre, notamment des traces de gomme-laque. Je repars dans le temps avec toujours un objet en plâtre d'une typologie bien différente, puisque cette œuvre, qui est conservée au musée du Louvre, est un relief du XVe siècle, exécuté en plâtre d'après un modèle du sculpteur florentin Desiderio da Settignano et un modèle peint de Neri Libici. Acquis de la collection du marquis de Campana, spoiler, ça a son importance pour la suite, comme vous l'avez vu hier, puis conservé en réserve, il n'avait pas encore fait l'objet d'une étude technique approfondie. C'est ce qu'a souhaité faire Marc Bormand, le responsable des sculptures italiennes du Moyen-Âge et de la Renaissance au musée du Louvre, en vue d'une future valorisation. Alors, je reviens rapidement sur ce type de production, on les appelle des stucs polychromés, appellation qui regroupe tout un ensemble d'œuvres réalisées au moyen d'un moulage en plâtre. Dans ce cas, la restauratrice qui a effectué l'étude, Jennifer Vatelot, estime que l'œuvre est un tirage exécuté d'après un moule réutilisable pour la bonne et simple raison que nous connaissons plusieurs plâtres portant le même modèle avec les mêmes dimensions, comme celui que vous voyez ici qui se trouve au musée de Berlin,
Je vous laisse aussi noter qu'à Berlin, le fond du relief n'est pas un paysage, mais un décor avec des poutis. Et vous notez aussi que l'enfant est assis sur un coussin. Spoiler, ça a aussi son importance pour la suite. En tout cas, cette production, elle a fait l'objet il y a quelques années d'un programme de recherche mené conjointement par le Musée du Louvre et le C2RMF sur une quinzaine d'œuvres conservées dans des musées nationaux et territoriaux. Ces objets ont parfois des histoires très complexes car ils ont été collectionnés dès le XIXe siècle et un certain nombre d'entre eux est passé par les collections du marquis de Campana qui n'en a pas collectionné qu'un seul mais qui était autant amateur de sculptures de la Renaissance que de sculptures antiques. Donc, Jennifer Watlow, chargée de l'étude, a d'abord procédé à un constat et une étude technique à la fois sur le relief, sa polychromie, mais aussi son encadrement et sa structure en bois. Observation rendue assez délicate par le fait qu'évidemment, on a une polychromie d'un côté et un plancher sur le revers et un encadrement sur les côtés. Donc, pour étudier la structure, ce n'est pas complètement évident. Mais dans ce cas-là, on n'a pas fait de radiographie puisque l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'abord une petite exploration pour vérification de l'état de l'objet. Mais Jennifer a quand même regardé la surface sous lumière ultraviolette pour constater la présence de repins qui semblaient relativement localisés. Mais ce qui est assez fréquent sur ce genre d'objet, parce que c'est un matériau qui est assez fragile, les couches picturales peuvent l'être aussi, donc on a régulièrement des pertes de matière et des usures, et avec parfois des repins qui peuvent être très débordants. Les tests effectués sur la robe de la Vierge, que vous voyez en orange en bas à gauche, et sur le vêtement du Christ, que vous voyez encadré de vert en bas à droite, ont montré que la couche picturale ancienne avait totalement disparu. Mais quand je dis totalement, c'est totalement. La surface a peut-être été grattée et repolie avant qu'une nouvelle couche de peinture ne soit appliquée, ou alors la surface était tellement usée que le restaurateur a mis en place une couche d'après intégrale pour reprendre la polychromie intégralement de ces éléments. Le manteau de la Vierge, aujourd'hui noir, comme vous le voyez sur le petit encart bleu clair en haut à gauche, est un repeint intégral alors que le manteau d'origine très altéré était bleu, comme le montre la photographie en bas au centre. Quant au ciel, qui est très usé, il s'agit d'une création manifestement moderne. Le fond était probablement orné d'angelots, comme sur le relief de Berlin. On le sait à cause de la forme de l'auréole du Christ, qui laisse à penser qu'on avait bien un décor symétrique autour de la tête de la Vierge. Il a été arasé, intégralement repris, et on a créé un paysage pour unifier un état très dégradé. Donc la restauratrice a pu établir que ces restaurations très extensives ont probablement été provoquées par d'anciennes altérations, le fait que le relief a été cassé en 3 notamment, qui ont dû conduire à des changements iconographiques majeurs avec la suppression du décor du fond. Les interventions de comblement et de consolidation étaient accompagnées de repeints très importants, au-delà même des zones que je vous ai montrées. Il n'y a guère que les visages qui sont à peu près en bon état. Et enfin, on sait aussi que le relief a été raboté en partie supérieure, probablement pour le faire entrer dans le cadre qui lui-même est une chimère entre des éléments anciens de bois et des éléments du XIXe siècle. L'étude a permis de montrer que l'état de l'œuvre était tout de même stable. La profonde transformation de ce relief était jugée intéressante à étudier, mais elle nécessitait, pour être vraiment complète, un retrait de tous les repeints et donc un changement intégral de l'état de l'œuvre qui passerait d'œuvre composite à ruine définitive. Le choix de ne pas intervenir et de laisser le relief en état a donc semblé le plus pertinent afin de respecter l'état d'objet parvenu jusqu'à nous. Pour conclure ma présentation, il me semble important de revenir sur des idées principales qui ont sous-tendu chaque choix de non-intervention ou d'intervention minimale. Je vais répéter beaucoup de choses que vous avez entendues depuis hier matin. Tout d'abord, la conservation-restauration, elle s'inscrit dans la vie longue d'une œuvre, et les choix faits dépendent de son histoire matérielle spécifique, mais aussi du contexte et des objectifs de celle-ci. La place de l'objet dans un corpus, dans une collection ou un ensemble plus large, est aussi un facteur déterminant pour aiguiller la réflexion. Comme on l'a vu, le temps dédié à une étude peut être très variable, de quelques heures dans le cas de la statuette de Velleda à plusieurs semaines dans le cas de Saint-Pancadrem. Dans tous les cas, les différents choix qui vont être faits nécessitent durant l'étude une réflexion collégiale entre les conservateurs, les restaurateurs, parfois les scientifiques ou les historiens de l'art que l'on peut mobiliser, afin d'avoir toutes les cartes en main pour prendre des décisions argumentées à un moment donné. C'est pourquoi, même si une étude préalable ne débouche pas sur une restauration, il ne s'agit pas d'un échec, bien au contraire. Elle contribue à une meilleure connaissance de l'œuvre, une bonne compréhension de son état matériel, et ainsi qu'avec la mise en place de tests de nettoyage, de dégagement, la garantie d'une prise en compte de tous les paramètres en vue d'une future intervention. Ce cadrage permet d'avoir une idée du temps à dédier à l'opération,
mais aussi les résultats escomptés, afin de savoir si une restauration fondamentale est possible, si elle est souhaitable et si elle peut être entreprise à court, moyen ou long terme. Alors, je terminerai quand même par une rapide lueur d'espoir, que la photo n'augure pas du tout, pour vous montrer un cas d'étude qui s'est révélé très concluant, alors que l'état initial de l'œuvre laissait les restauratrices du C2RMF qui s'en sont chargées très circonspectes. Il s'agit d'une tête de Vierge provenant du trumeau de la cathédrale de C, aujourd'hui au Louvre, que vous voyez ici avant restauration, avec un état de surface très dégradé, chaotique, et des restitutions en plâtre du meilleur effet sur le nez et le menton. Probablement daté des années 80, je tiens à le préciser, pas 1880, 1980. Elle était joliment surnommée à l'atelier Miss Monde. L'étude a permis de mesurer, sous l'encrassement et les repeints, le bon état de conservation de la polychromie originale du XIIIe siècle, ce qui constituait une très bonne surprise, car ce type d'exemple est assez rare dans le corpus. Cela a permis d'envisager un nettoyage, un dégagement mécanique des repeints, nettoyage par microsablage, nettoyage par laser pour les zones non peintes, mais aussi le retrait des adjonctions au plâtre, qui étaient bien goujonnées, afin de retrouver un état de l'œuvre bien plus satisfaisant et qui permet désormais d'envisager sa présentation au public. Je vous remercie de votre attention.